Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire annonceur-agence que le CPA vous organise. On est très heureux de vous avoir tous parmi nous et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de participants au fur et à mesure qui s'inscrivent. Donc on va démarrer la session webinaire maintenant. Qui va vous parler pendant cette présentation? Je vais vous l'afficher directement. Voilà. Alors nous avons Amaury Deloire, qui est président du CPA, également trésorier de l'IAB et général manager de Converse Media, qui assurera la partie de la présentation. Stéphane Landry, également membre consultatif de la commission emailing du CPA, qui a activement travaillé pour nous, président de l'APMEL également et cofondeur de Caloga. Et moi-même, effectivement, je suis la déléguée générale du CPA et à votre disposition pour un certain nombre de questions. Merci. Petit souci technique. Alors, comment va se présenter ce webinaire? On va vous parler en première partie de qui sommes-nous, qui est le CPA, sa création, les membres fondateurs, ses missions. Amaury va vous parler également du nouveau nom du CPA et des nouveaux enjeux. En deuxième partie, on va vous redonner un petit peu le contexte de l'emailing d'acquisition, pourquoi on a eu besoin de travailler sur les chartes email, quel était le besoin du marché finalement de s'intéresser tout particulièrement à ce levier. En troisième partie, Stéphane vous présentera les travaux de la commission email du CPA, les grandes modifications entre la charte email V1 et la charte V2. Et en dernière partie, Amaury vous présentera les engagements qu'on a à prendre en commun, aussi bien du côté des éditeurs, des signataires de la charte, que du côté annonceur. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Pour toute question, encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez le site du CPA où mes contacts sont dessus. Je passe la main à Amaury. Bonjour à toutes et à tous. On attaque pour cette session. L'objectif, c'est aussi qu'elle soit la plus interactive possible. Donc, on a un écran avec vos questions qu'on consulte tous les trois. Donc, n'hésitez pas à interagir le plus possible de manière à ce qu'on puisse ne pas être comme mode push et qu'on fasse de cette session aussi une approche un peu question-réponse au milieu de la session. Qui sommes-nous? Bon, vous commencez à nous connaître un petit peu. À l'origine, on est des plateformes d'affiliation qui sont réunies pour essayer de faire évoluer ce marché. Donc, vous les avez ici représentées, qui sont globalement les plus grosses plateformes franco-françaises ou internationales. Au niveau du bureau, évidemment, vous avez moi-même en tant que président du CPA, vous avez Mathieu Reffet, qui est secrétaire général du CPA, qui a aussi beaucoup interagi sur la charte email, et Guillaume Gilles, avec Noëlla, évidemment, qui est notre délégué général. Et évidemment, tous nos éditeurs qui sont aussi signataires, qui sont des membres consultatifs, qui viennent apporter leur soutien, leur temps, comme Stéphane Landry, qui est avec nous ce matin et qui a beaucoup participé, en l'occurrence, sur la charte email, mais aussi sur les autres dossiers qu'on voit ensemble et dont on va parler rapidement. Les responsabilités, vous les connaissez, c'est de travailler sur ce métier-là et de le faire évoluer dans une logique individuelle et collective, dans une logique d'évolution de marché, dans le respect des internautes, dans le respect des annonceurs, des différents acteurs de la chaîne, apporter le plus de transparence possible et puis avoir un certain nombre d'engagements forts comme la charte CPA. Donc les chantiers qu'on a eus sur les différentes commissions, au-delà de la commission emailing dont on va parler un peu plus en détail et qui existe depuis 2008, donc c'est un investissement fort qu'on a pris déjà depuis longtemps, qui d'ailleurs prend une grosse partie du CPA. On a mis en place d'autres commissions et qui vont encore se développer, notamment avec la commission attribution qui existe depuis 2011, dont l'objectif est, comme on vise aussi la transparence, c'est d'avoir une approche où les différentes règles d'attribution et de conditionnement des différents tags qu'il peut y avoir pour la validation d'une vente soient le plus transparent possible pour les éditeurs, de manière qu'en amont, quand ils souscrivent à un programme, ils soient capables de savoir quelles sont les conditions qui ont été définies par l'annonceur, plutôt que de se retrouver avec des éléments de rémunération a posteriori pas nécessairement connus ou pas clairs. Voilà. Donc c'est un souci de transparence, on peut tout faire, mais on doit être transparent. La commission coupon, qui a été une commission importante, c'est aussi des dossiers qui apportent dans le maillon et dans la chaîne en termes de canal
ont un impact important, qui sont souvent mal vus ou qui peuvent être mal exploités par un certain nombre d'acteurs. Ils sont réunis, on les a réunis et on a essayé de mettre en place un peu plus de lisibilité, de transparence sur ce coupon important qui n'est pas toujours perçu comme il devrait. Et évidemment la commission mobile qui est arrivée avec l'arrivée de mobile aussi depuis 2013 et notamment un guide de l'affiliation mobile qui a été mis en place. Bref, c'est pas le sujet, mais ça vous montre l'ensemble de ce qu'on fait. Je suis bloqué. Je prends une seconde. Non, c'est bon. Au-delà de tout ça, on parle du collectif des plateformes d'affiliation, mais le collectif des plateformes d'affiliation, on nous a toujours aussi reproché d'être un peu trop affiliation. Or, une plateforme d'affiliation, c'est principalement un intermédiaire entre des éditeurs et des agences et leurs annonceurs, comme vous ici présents ce matin, évidemment. Il y a un maillon, il y a une chaîne, on met en place des outils, on met en place des plateformes et on travaille au travers de différentes typologies de canaux, sous différentes formes, avec différents modèles de rémunération. Ce qu'on a décidé de faire, c'est, fort de l'expérience qu'on avait eue, d'abord d'être capable de réunir un certain nombre de concurrents, ce qui n'est pas courant, c'est de continuer à travailler sur l'ouverture pour faire qu'on sorte un petit peu de la perception affiliation pour élargir notre spectre sur une approche performance et acquisition, puisqu'on parle bien de performance et d'acquisition, de manière à faire que l'ensemble des chantiers qu'on a puissent intégrer aussi plus d'acteurs. Alors on voit que dans les partenaires, on avait déjà pas mal d'acteurs différents, on en a de plus en plus et on a vocation à s'élargir, puisqu'en fait l'univers de la performance en tant que tel est intégré dans aucune aujourd'hui association professionnelle. Soit on a une logique de par canal, soit une logique de... Là, on était sur un modèle d'achat, mais on n'a rien sur la performance au sens large. Et c'est un écosystème qui est complexe, comme on le voit sur la roue, avec un certain nombre de canaux qui interagissent les uns les autres. Et on se doit de pouvoir parler entre nous, entre les différents acteurs, au bénéfice, évidemment, dans le respect des éditeurs, au bénéfice des agences et de leurs annonceurs, mais pas que, pour faire que l'écosystème soit équilibré. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette évolution qui est en train de se déployer avec d'autres commissions et des collèges qui vont se mettre en place pour regrouper un peu tout le monde. Le contexte, on revient à l'email, je suis désolé d'avoir un peu ouvert, mais c'est important pour que vous compreniez ce qu'est le collectif de la performance et de l'acquisition, version 2014-2015. Le contexte, il est compliqué, il n'est pas simple. On est sur un marché, en l'occurrence, si je fais un focus sur l'email, mais pas que, où on utilise, parce que c'est une matière première qui n'est pas très chère, l'email depuis un certain nombre d'années, avec des envois globalement qui sont assez massifs, qui sont importants, qui sont répétés, avec des mêmes objets ou sur les mêmes adresses de prospects. On n'a pas nécessairement de duplications qui ont été mises en place et pratiquées, que ce soit entre les bases des éditeurs partenaires ou des bases clients. On a autre chose qui rentre en ligne de compte et qui apporte aussi, qui génère un problème de délivrabilité important, qui sont les mêmes objets qui sont utilisés. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est pas toujours évident d'avoir auprès de nos agences et de nos annonceurs une modification de cette partie-là. On a des collectes d'adresses qui sont très diluées au travers de différents types de formes. On parle de jeux concours qui sont pas toujours visibles ou qui sont pas toujours très précis ou qui respectent pas toujours les bonnes pratiques. On a eu à une époque des échanges de bases qui ont évolué et c'est ce qui nous a fait aussi évoluer, mais qui était aussi une grosse pollution en termes de en termes de qualité de base et difficulté de savoir quels sont les partenaires sur lesquels on peut avoir confiance ou pas. Et puis évidemment dégradation de la perception de l'emailing tout court et l'emailing d'acquisition. Si on regarde la petite étude qui est à droite et qui vient du SNCD, on voit qu'en fait en termes de motifs de désabonnement principaux des internautes, on a une perception de trop d'emails, 54%, c'est très important, des messages qui sont non adaptés et d'autant plus important, même si c'est un tout petit peu moins, parce qu'on a l'impression qu'on ne reçoit pas le message qu'on voudrait, on ne reçoit pas une publicité qui est adaptée à ses besoins, et ou pire, on a l'impression d'avoir le même message qui est reçu un certain nombre de fois. Ça, c'est lié à la répétition, à la duplication, et aussi aux objets qui sont utilisés dans les emails, qui font que derrière, en utilisant le même objet, et bien, si on envoie plusieurs fois l'email, l'internaute, mine de rien, a bien reçu son message, il l'a bien vu, puisqu'il se rappelle qu'il a déjà reçu, et donc le rejette assez rapidement.
les jeux concours et les offres promo étant aussi dissuasifs, même s'ils sont pertinents à hauteur de 24 et 25%. Le deuxième élément dans le contexte, c'est qu'évidemment, on s'est rapproché et on travaille de plus en plus avec tout un tas d'acteurs comme Signal Spam, pour une raison qui est assez simple, c'est que la plateforme d'affiliation n'a pas toujours la visibilité de ce qui se passe après au niveau de l'emailer, et encore moins au niveau de ce qui se passe au niveau de sa délivrabilité sur le marché. Et donc, ça a été un des gros chantiers qu'on a fait entre la V1 et la V2, c'est de s'ouvrir au monde et essayer de regarder sur l'ensemble du spectre pour regarder ce qui se passe et quels éléments, qu'est-ce qu'il y a sur le marché et comment on peut remonter. Alors, un certain nombre de choses qui sont intéressantes ici, c'est que sur l'écran de droite avec le mapping, on a la France, donc en fait en termes de provenance de signalement. Alors pour ceux qui connaissent pas nécessairement Signal Spam, ou précisément, je vous invite d'ailleurs à utiliser les petits plugins que vous avez sur Outlook et qui existent sur globalement différents lecteurs d'emails, où vous pouvez signaler aussi des emails qui vous semblent être des spams. Alors quand je dis vous semble, Signal Spam recense à l'intérieur de ces outils donc des signalements qui viennent globalement à moitié de la France, donc en termes de perception de spam, et à moitié de l'étranger. La perception de spam, c'est rien d'autre que c'est pas nécessairement un spam, ça veut pas dire qu'il a été mal collecté ou que l'adresse a été mal collectée ou que l'email est reçu sur une adresse sans qu'il y ait eu un opt-in ou un opt-out. C'est juste le fait que on a une approche, on a une perception de spam, on n'en veut pas, on a un rejet, quelles que soient les origines. Donc c'est important de savoir parce que c'est aussi la même chose, c'est exploité par les FAI derrière pour bloquer ou pas. Donc est-ce que le message passe ou est-ce que le message passe pas, au-delà du fait que l'email était bien collecté. Je fais cette passerelle-là parce qu'elle est importante dans le sens où souvent on nous dit, ben oui, entre des emails qui sont chartés, des emails qui ne sont pas chartés, ou des éditeurs qui sont chartés, pardon, et qui ont des adresses email, et ceux qui ne le sont pas, ils passent de la même manière. Ben oui, parce que c'est la même adresse, la question n'est pas de savoir s'ils passent ou ils passent pas, c'est la perception de spam. Donc on est sur le même niveau, quelle que soit la collecte. Après, dans les messages et dans les top 10 objets, on s'aperçoit aussi, mais ça vous devez le voir dans vos boîtes spam et différentes boîtes email, qu'il y a une recrudescence de mots-clés et d'objets, pardon, qui génèrent un rejet. Les mutuelles, tout ce qui est impôts, défiscalisation, sont des éléments importants. Comme d'autres potentiellement mots-clés qui ont une perception de spam forte. Je pense notamment à solde et d'autres mots-clés dont on pourrait avoir l'idée de se dire que c'est le moment de parler de solde. Or, si on ne sait pas que ces mots-clés-là génèrent plus d'équivalent de spam ou de spam-like que d'autres mots-clés, on ne peut pas exploiter bien ces champs objets pour augmenter sa délivrabilité. Le troisième point qui était important en termes de contexte aussi, c'est le blacklistage. Alors à l'arrivée, donc on a bien vu qu'il y avait une difficulté déjà de perception et la finalité de la perception engendre des blacklistages. Alors c'est évidemment quelque chose dont aucun annonceur, ni agence, ni plateforme, ni éditeur se vante, mais il se trouve que avec la montée d'utilisation perpétuelle de l'email depuis déjà maintenant à peu près 2 ans, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de blacklistage, et plus on envoie de l'email, on rentre dans un cercle vicieux où plus on envoie d'emails, plus les règles se durcissent, que ce soit les nôtres d'ailleurs, et vous le voyez au travers de la charte, ou que ce soit au niveau des FAI, chez Orange et chez d'autres, ou chez Google qui a carrément mis maintenant des onglets séparés où quasiment tout bascule dans une approche PAM. Alors encore qu'il ne soit pas livré est une chose, que les messages soient bloqués en est une autre. Et c'est quelque chose dont on ne se vante pas. On a vu des très gros annonceurs, et il y en a régulièrement, même au travers de nos expertises, et c'est ce qui nous a fait aussi évoluer, où à force d'envoyer des emails, parce qu'on n'a pas voulu dédupliquer, parce qu'on fait pas attention au champ, pas attention aux approches de délivrabilité, et on regarde que le coût de l'adresse email ou du lead qui est généré, et bien plus ça va, plus on en envoie, parce que l'éditeur a besoin de vivre, et à la fin, plus c'est l'annonceur qui est impacté. Un blacklistage, c'est 7, 8, à plus de jours d'ailleurs, où l'annonceur n'a plus de capacité de faire passer des emails, quels qu'ils soient, que ce soit en prospection ou que ce soit en CRM.
Donc, on a évidemment le risque encouru pour l'annonceur et son agence et l'annonceur. C'est un problème de délivrabilité, c'est un problème de dégradation de l'image de marque majeure, qui était déjà en place avant même qu'il soit blacklisté, hein, mais ça vient en complément. La déduplication évidemment des bases est un élément important à prendre en compte. Le non-respect des recommandations de la CNIL aussi, puisqu'en fait, il est assez difficile pour vous, agence et annonceurs, de savoir qui fait quoi et qui s'est engagé à quoi. C'est une perte de business importante parce que sur certains annonceurs et un grand fournisseur, par exemple, de produits électriques, a eu ce cas-là où il s'est retrouvé avec un blacklistage total sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Et ça finit évidemment par des listes noires où, au fur et à mesure, les pratiques, même si vous n'êtes pas encore et où vos annonceurs n'ont pas été bloqués, augmentent le crédit négatif que vous avez, parce qu'en fait, tout ce qui est signalant de spam en fonction des différentes règles amène à un cumul de mauvais points, où au bout d'un moment, vous perdez votre permis, vous perdez votre capacité à passer, et les difficultés commencent juste là, parce qu'il va falloir rediscuter avec, d'un côté, les acteurs du marché, et de l'autre côté, assumer la perte de business majeure qu'il peut y avoir sur un canal qui peut représenter 10, 20 à 30% de l'acquisition nouveau business, pardon. Stéphane. Excusez-nous. On va juste faire avant que je prenne la parole, on va regarder si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à poser des questions, à nous interrompre ce que vous avez, de sorte que, comme le disait Anne-Marie, ce webinaire soit interactif le possible. Super. Alors, donc, comme l'a dit Amaury, nous sommes dans un univers particulier. L'emailing touche à des données personnelles, donc l'emailing est un outil qui est particulièrement sensible. Il peut donner lieu à des plaintes, il peut donner lieu à du spam, et c'est pourquoi c'est un univers sur lequel il faut être particulièrement vigilant. La décision que nous avons prise entre le CPA d'une part et un groupement d'éditeurs d'autre part, c'est de soigner particulièrement ce média, de prendre nos responsabilités en matière notamment de protection des données à caractère personnel, d'assurer une grande transparence dans la collecte, à la fois pour assurer que les éditeurs soient les plus rigoureux possibles et également faire en sorte que vous, agences et vous, annonceurs, ayez les meilleurs résultats et le meilleur respect de vos marques. Nous avons donc commencé des travaux qui permettent d'une part de revaloriser le travail des professionnels de l'emailing que nous sommes et de revaloriser la place et la valeur de l'emailing dans le tunnel de conversion sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais après, je dirais la description un petit peu noire qu'a fait Amaury de l'emailing, il faut quand même rappeler, avant d'avancer, que l'emailing est un excellent vecteur d'acquisition, c'est un des tout meilleurs canaux d'acquisition, et lorsqu'il est pratiqué de façon correcte, c'est un média qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous attacher à faire en sorte que ce soit un média pérenne. Donc nous avons créé ensemble une commission emailing dès l'année 2008 avec des premières discussions. Ça a été un tout petit peu long, mais on a abouti fin 2011, début 2012, à une première charte V1 qui a été l'aboutissement d'un premier niveau de qualité qui était indispensable, avec la lutte notamment contre un phénomène qui était assez gênant, qui s'appelait l'échange de bases ou l'échange de fichiers. Amaury disait tout à l'heure, l'emailing est une matière qui n'a pas forcément
un très gros prix de revient. Alors c'est pas tout à fait exact, parce que quand on veut vraiment collecter un véritable opt-in, ben, ça a toujours un coût. En revanche, lorsqu'il y avait des échanges de fichiers, ça c'était en 2008, 2009, 2010 et jusqu'en 2012, il y avait des échanges de fichiers qui rendaient pratiquement nul le prix d'acquisition des emails et qui faisaient que les gens étaient tentés de router autant que possible. Donc nous y avons mis fin avec la première charte V1. Nous avons également fait en sorte de garantir la traçabilité du consentement de l'internaute, la traçabilité de l'opt-in. Donc chaque base a pris l'engagement d'être capable de répondre au CPA de la qualité de sa base. On a également encadré par des règles spécifiques le fonctionnement des bases mutualisées vis-à-vis du CPA. Et on a pris chacun un engagement en tant que signataire du CPA. On a pris l'engagement d'être à la fois le plus clean possible et d'être à la fois des régulateurs du système. Nous avons donc mis en place une commission paritaire qui s'est penchée sur la qualité des bases et qui a demandé des justifications aux différentes bases. Donc on a eu à peu près, on a fait 200 demandes de justification. 122 ont été acceptées au sens qu'elles n'ont posé aucun problème, et 78 ont donné lieu à des alertes, de sorte que ces alertes ont permis aux bases en question de corriger, je dirais, un certain nombre de points sur la qualité de leur collecte. Et il y a eu également 2 suspensions provisoires, de sorte que les bases en question ont été empêchées pendant quelques semaines d'utiliser leur base par le CPA parce qu'elles avaient de façon répétée reçu des alertes. Alors c'est important de dire qu'il n'y a pas que l'emailing qui fait l'objet d'une régulation ou d'une autorégulation. Les plateformes d'affiliation et tous les acteurs de la performance font aussi, bien entendu, de la régulation sur d'autres canaux, par exemple sur des sites display lorsque le contenu devient inacceptable, lorsque le fonctionnement du site devient inacceptable, lorsque il y a des clics frauduleux qui sont faits, lorsqu'il y a des site under qui ne sont pas autorisés et qui sont pourtant constatés. Bref, la notion de suspension n'est pas quelque chose qui s'est appliqué uniquement à l'emailing. Et encore, il n'y a eu que 2 petites suspensions provisoires. Mais dans d'autres canaux, on doit faire attention à ce que les acteurs, les éditeurs, soient les plus clean possible. Alors après cette première charte V1 qui a été mise en œuvre il y a bientôt 3 ans, on a pensé qu'il était important d'aller encore plus loin pour améliorer encore la délivrabilité et la performance, qui sont 2 éléments très importants à la fois pour les éditeurs bien sûr, mais également pour les agences et les annonceurs, parce que plus vous avez la capacité d'obtenir des ventes et des prospects et des leads à travers ce canal, et plus évidemment c'est efficace. Et donc nous avons pensé qu'il fallait avancer encore d'un cran, avec une transparence encore plus importante sur notamment le consentement libre et spécifique des internautes au moment de l'opt-in. L'internaute doit savoir et comprendre qui a collecté ces données personnelles et qui les exploite. Nous avons également procédé à un meilleur encadrement des dispositifs de collecte eux-mêmes. Donc il y a le dispositif ClickLead et le dispositif Jeu Concours multisponsor, sur lequel on ne va pas forcément revenir aujourd'hui, mais Noëlla, je pense, c'est à votre disposition pour vous adresser des éléments plus précis là-dessus. Mais toujours est-il que ces 2 dispositifs-là sont encadrés de façon encore plus stricte. Et nous avons également fait en sorte de nous rapprocher de critères d'association qui vont au-delà de la loi et qui vont même au-delà de la CNIL, comme signal spam, parce qu'il est fondamental que notre pratique soit la plus correcte possible, la plus respectueuse, je dirais, de l'internaute et de l'annonceur. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons constaté qu'il y avait trop souvent
des opt-in qui étaient masqués par des opt-out et que l'internaute était perdu, il ne savait plus qui s'adressait à lui. Et donc, nous avons, d'une façon générale, arrêté les techniques d'opt-out. En tout cas, on les a encadrées. On verra qu'il y a une ou deux exceptions qui restent possibles. Mais nous avons souhaité aller plus loin que la loi pour être certains de pratiques parfaitement transparentes. Alors, en particulier, ce que nous disions tout à l'heure à propos du respect de l'internaute, nous considérons que lorsque la collecte de l'opt-in a eu lieu au nom de la base A, ou d'une base A, il faut ensuite absolument que l'envoi se fasse avec un sender qui est la base A, de sorte que l'internaute puisse s'y retrouver. Dans cette nouvelle charte V2, nous n'autorisons pas qu'à partir d'un opt-in dans la base A, il y ait un emailing d'opt-out qui permette à la base B d'envoyer ensuite des messages commerciaux à cette même adresse. Donc, quand l'opt-in a été recueilli sur un nom de base, c'est ce nom de base qui doit être exploité comme sender et aucun autre. L'opt-in doit donc être recueilli avec le nom sous lequel les messages publicitaires sont envoyés. Le recrutement se fait donc, l'opt-in se fait donc avec la base A, l'envoi se fait avec la base A, le désabonnement également a lieu sur la base A, donc tout est clarifié de ce point de vue. Et donc les bases B, C, etc. qui existaient auparavant, qui étaient une sorte de duplication de la base A qui avait recueilli l'email, ne sont pas autorisées à envoyer des messages commerciaux à cette adresse, même si ces bases appartiennent à la même société ou au même groupe de sociétés que la base A d'origine. Donc on assure une traçabilité totale de l'ensemble du parcours, depuis la collecte jusqu'au désabonnement et en passant bien entendu par les envois d'emails commerciaux eux-mêmes. Alors vous voyez en bas de l'écran une petite exception qui est importante, c'est qu'on a quand même le droit de passer d'un nom de base A à un nom de base B, lorsque par exemple l'entreprise change de nom, lorsque l'entreprise est cédée, etc. Et donc on est autorisé à dire une fois pour toutes, lorsqu'on veut changer de nom, je m'appelais base A auparavant, je vous informe que maintenant j'ai changé de nom, je m'appelle base B, et que par conséquent c'est sous le nom de base B que je vais désormais vous adresser les messages commerciaux que je vous adresse jusqu'à maintenant. Donc, je reviens un petit peu sur le bilan, en fait, à la fois de la V1 et de la V2 de la charte email. Le CPA et les éditeurs signataires sont attachés de façon très forte au principe de la protection des données à caractère personnel. Et nous impliquons tous les acteurs du marché, nous impliquons donc, bien entendu les plateformes d'affiliation, nous impliquons tous les éditeurs, nous impliquons également les sociétés qui sont spécialisées dans la collecte de données opt-in, et nous responsabilisons chacun, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous faisons en sorte qu'il y ait une transparence la plus totale sur l'activité de collecte de l'opt-in, tant des emailers éditeurs que les agences et les annonceurs qui elles-mêmes, vous-même, avez parfois le souhait de collecter des adresses opt-in. Donc cette transparence, je dirais, sera assurée dans la collaboration que nous aurons ensemble. Et nous avons tous pris des engagements, et ces engagements ont comme but de revaloriser le travail des professionnels de l'emailing. Dans le professionnel de l'emailing, je mets l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, pas seulement les éditeurs qui routent des campagnes, mais bien entendu les spécialistes de la performance que sont les plateformes d'affiliation, les agences, les annonceurs, etc. Et nous apportons tous notre soutien à cette charte, et l'objectif global, c'est de revaloriser le rôle, la place
et la valeur de l'emailing dans le tunnel de conversion. Et là, je voudrais faire un peu un zoom sur cet aspect des choses. Je dirais qu'il est de notoriété publique que l'emailing est un excellent vecteur pour collecter, pour faire de l'acquisition de prospects. C'est donc un excellent vecteur pour l'entrée dans le tunnel de conversion. Donc l'emailing est souvent très associé à la collecte de leads, à la collecte de prospects. Mais en matière de vente, c'est également un excellent média. Média qui est placé là encore à l'entrée du tunnel de conversion. Et c'est grâce, bien souvent, à l'emailing qu'ensuite d'autres canaux peuvent continuer l'œuvre de conversion qui mène jusqu'à la vente, donc des canaux tels que le retargeting display, le retargeting email également qui prend de l'importance, mais également le cashback, les codes réduc et tout un tas d'autres canaux qui, je dirais, prennent la succession de l'emailing qui est rarement le déclencheur final de la vente, mais qui est très souvent le déclencheur d'origine. Et c'est en faisant de l'emailing qu'ensuite on peut faire du retargeting, encore une fois display ou email, c'est en faisant de l'emailing qu'on peut ensuite profiter du cashback et des codes réduc. Et il est fondamental de pouvoir continuer à utiliser ce média de grande qualité. Voilà, donc j'en ai terminé. Je repasse la parole à Maury et je vous remercie beaucoup. Nous voilà en face d'un beau réseau actuel de signataires sur la charte email V2. Le nombre d'élus est inférieur à la charte V1 puisqu'on a monté le niveau d'exigence et le niveau de qualité qu'on offre donc au marché. 150 signataires, ça représente à peu près 450 bases qui sont chartées sur le marché pour la charte V2. On est inférieur à la charte V1 volontairement pour faire que derrière, on offre, quitte à limiter la taille des acteurs, la meilleure qualité possible au travers d'un certain nombre d'engagements. Et ça tombe bien puisque si vous êtes annonceur ou si vous êtes agence, vous avez besoin aussi, si on ne parle pas que de prix, d'offrir autre chose. Et c'est tout l'objet de cette charte. L'engagement d'abord des signataires de la charte CPA avec un focus des emailers, mais qui sont importants pour vous aussi, annonceurs et agences, c'est quelles sont les raisons importantes pour travailler avec des emailers qui sont signataires de la charte. Le premier engagement qu'ils ont pris pour vous, et quand je dis qu'ils vous ont pris pour vous depuis 2 ans, ils se sont imposés d'envoyer moins en étant globalement payés à peu près la même chose. Donc c'est un investissement qui a été fait sur du long terme qu'il faut prendre en compte, c'est la traçabilité. L'ensemble de l'opt-in prospection est rien que de l'opt-in, ce qui est une vraie garantie. Le deuxième, c'est un encadrement avec des modes de collecte d'adresses opt-in au travers de mécaniques qui sont contrôlées et qui respectent des engagements stricts et clairs. Le troisième point dont on reproche souvent au marché de la performance, c'est la transparence. Et dans la transparence, il y a un certain nombre d'éléments tels que le respect des senders pour faire que une société qui collecte des adresses soit bien celle qui envoie évidemment les adresses. Je vous invite à aller voir dans vos bases email pour savoir, on ne sait même plus d'ailleurs si on a signé quelque part ou pas, et pour cause, puisqu'il y a tellement de bases avec des noms tellement incongrus qu'ont utilisé des bases de systèmes de collect et opt-out que l'équivalent de signalement ne fait que monter et qui vous empêche, vous, d'avoir une vraie compréhension de ce qui se passe ou d'avec qui vous travaillez ou l'impact que ça peut avoir. Évidemment, l'objectif final de tout ça, autant pour les emailers que pour vous, c'est de travailler sur la délivrabilité. On a un vrai objectif commun qui est de faire que nos emails arrivent, qui était déjà un point simple, et qu'ils répondent à un besoin, qu'ils génèrent une interaction, qu'ils génèrent un engagement, qu'ils offrent une visibilité, parce que l'email est une interface de visibilité majeure, puisqu'on est en plein écran, on n'est pas dans une navigation qui est
modifiée par la publicité, donc non intrusive dans la mesure où elle a été bien collectée, que le message est bien fait. Donc la promesse du CPA, la promesse que nous avons avec tous les éditeurs qui sont engagés, c'est de vous offrir une garantie exclusive qu'on ne retrouve pas au travers des autres acteurs qui ne sont pas signataires. Nos emailers s'engagent à plus de respect vis-à-vis de l'internaute aussi, vis-à-vis de votre propre e-réputation et la e-réputation des marques et des annonceurs. Je fais une passerelle, mais je la referai tout à l'heure avec les adblockers. On est exactement dans le même environnement qui est en train de se tendre. Il n'y a pas plus d'annonceurs, il y a des budgets qui sont plus tendus et des internautes qui sont eux-mêmes plus tendus puisqu'ils sont sursollicités avec des messages qui ne sont pas en correspondance nécessairement, avec des pushs qui ne sont pas nécessairement respectueux de leurs besoins et ou même des droits qu'ils peuvent avoir, notamment par rapport à une collecte qui aurait été mal faite. Ouais. Donc si je résume, et c'est bien tout l'objet, toute la difficulté qu'on a eue au début sur ce marché, c'est de dire voilà, le marché il est compliqué, on comprend bien que c'est pas facile d'arriver à voir et à savoir avec qui travailler, même pour nous, hein, et ce qui nous a obligés à aller loin, à aller voir des FAI, à aller voir des routeurs, à aller voir la CNIL, à aller voir tous les acteurs du marché pour essayer de comprendre à quel point on peut aller plus loin et on peut aller au-delà de notre travail, ce que vous demandent vos clients aussi, annonceurs, pour vous agences et on sait, c'est d'offrir une visibilité qui est plus claire sur le marché de l'email. Il y a deux marchés aujourd'hui, avant il était moins évident, il y a un marché qui est non contrôlé et il y a un marché qui est contrôlé. Dans le marché hors contrôlé, et donc qui ne sont pas des signataires du CPA, on n'a pas ou peu de garanties sur les méthodes de collecte, on n'a pas ou peu de garanties sur le traitement des bases et de la gestion des désabonnements, et on a effectivement des prix d'adresses collectées ou des leads qui sont bas, qui sont plus bas que la moyenne, grâce à la multiplication des bases qui ont été opérées sous différents modes plus ou moins légaux, parce que l'opt-out, on peut en discuter, c'est des partis pris d'un certain nombre d'acteurs. Quand on envoie un email d'opt-out et qui volontairement arrive dans une boîte de spam, et pour cause, parce qu'ils savent utiliser les bons systèmes et les bons mots-clés pour faire qu'il soit perçu, je vois pas la différence avec un transfert de base, puisque finalement c'est la réplication de base. Évidemment, tout ça, ça coûte pas très cher, et pour autant, ils arrivent à faire de l'argent entre les deux. Donc il y a un vrai problème de déontologie, il y a un vrai problème aussi pour vous, annonceurs et agences, de prise de risque que vous avez vis-à-vis de vos annonceurs ou de vos clients, internautes ou des clients de vos clients, et qui est évidemment extrêmement pris au sérieux par les autres acteurs dans la chaîne de valeur, puisque à partir du moment où on crée le break et qu'on s'engage, il y a un relationnel qu'on peut mettre avec d'autres acteurs, notamment les signataires du CPA. Ça ne nous protège pas de tout, mais ça vous offre en tout cas quelque chose que vous n'aurez pas à côté. Donc la consolidation des acteurs autour d'une charte de bonne conduite qui est essentielle sur ce marché. Je vous rappelle aussi que l'email a été arrêté en termes d'acquisition dans d'autres pays par une surexploitation et on n'est pas très loin d'y être. Et ça offre évidemment une lisibilité du réseau en faisant des requêtes sur le site du CPA. On a mis en place un moteur sur le site du CPA qui vous permet de vérifier, alors que vous soyez signataire ou pas, que vous fassiez partie du CPA ou pas, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de sélectionner des éditeurs sur lesquels on s'est engagé avec eux, de manière à ce que ces éditeurs-là, soient différenciants sur le marché pour le compte de l'annonceur. Donc ce moteur est en accès libre sur le site du CPA, de manière à ce que quand vous faites des plans emailing, annonceurs ou agences, donc intermédiaires pour le compte d'eux, vous ayez les moyens de regarder si ces éditeurs sont signataires ou pas. S'ils ne le sont pas, aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant de la différence entre un marché non contrôlé et un marché contrôlé. Les engagements des signataires de la charte CPA, et pour vous, annonceurs et agences qui êtes présents ici ce matin, sont simples. La première chose, c'est évidemment de vous accompagner, au-delà des garanties qu'on a déjà mises en avant, notamment sur l'optimisation des kits email. Les internautes sont de plus en plus exigeants et la pression marketing, elle peut être en place dans la mesure où elle est adaptée et surtout pertinente. Ce qui est, je pense, le cas du display avec des adblockers. Un interstitiel mal placé génère une augmentation d'utilisation d'un adblocker
un email non pertinent ou des objets mal utilisés font que derrière, la perception est négative. Alors, comment on peut travailler dessus? Il y a un certain nombre de points qui sont importants et je vous invite à voir, entre guillemets, un peu plus bas, le guide de la création de l'email et les recommandations du CPA, même si ça évolue souvent. Et là, en étant en proximité avec les acteurs de CPA qu'on forme tous les jours, et on a pris des engagements de formation aussi, c'est de vous aider pour faire que on vérifie et ou que vous optimisiez vos codes HTML, qui sont souvent incomplets ou en erreur, que on valorise le contenu aussi, qu'on soit transparent sur l'expéditeur, on l'a vu sur le sender, qu'on diversifie et qu'on multiplie les objets. Si vous utilisez toujours les mêmes objets dans vos emails, vous allez avoir une perception d'un message unique répété, et donc une augmentation ou une diminution de la délivrabilité ou une augmentation de la perte de points que vous aurez sur les crédits auprès des routeurs. Améliorer le traitement des visuels, évidemment, tout ce qui est découpage, le message adapté à l'action souhaitée, de manière à ce soit le plus clair possible et qu'on ait le moins... on parle de marketing direct, plus vous mettez des liens, plus votre page offre différentes options de clic, et plus vous êtes sur du marketing indirect, puisque finalement, vous allez augmenter le nombre de redirections possibles, ce qui diminue la performance. Et évidemment, à l'heure de l'augmentation du mobile qui prend une quote-part majeure dans le digital, c'est d'avoir des créas qui sont au minima en responsive design, même si la page d'arrivée ne l'est pas, mais que l'email, au moins lui, soit adapté, soit lisible, quel que soit l'écran qui est exploité. Le deuxième élément majeur, c'est évidemment la pression marketing. Ça fait longtemps qu'on essaye, et avec des acteurs qui sont bien impliqués au sein du CPA, à valoriser cet élément. Alors évidemment, quand on parle de mise en place d'outils pour diminuer la pression au travers de déduplication, par exemple, ça demande des traitements supplémentaires, ça demande des mises en place un peu plus longues, et donc ça impacte le coût. Donc à chaque fois que vous voyez un email qui est moins cher qu'un acteur du CPA, en l'occurrence ou pas, et dès qu'on est sur du prix bas, on n'est nécessairement pas sur les mêmes niveaux de service. Vous le savez, dans tous les milieux, dans tous les produits, avec toutes les marques, on a toujours quelque chose en correspondance avec ce qu'on paye. Le listing, tenir un listing de tous les envois, maîtriser le volume routé d'adresses, maîtriser le volume d'adresses routées sur une même personne, évidemment pratiquer la déduplication des fichiers idéalement pour faire éviter une surrépétition et ou ne pas envoyer des messages à des prospects qui en réalité sont des clients avec une offre supérieure à celle qui est offerte aux clients courants. Combien de fois on le voit encore aujourd'hui et à quel point ça génère une insatisfaction majeure auprès des internautes. Caper le volume, varier les objets et varier les créas email. L'objectif premier, c'est bien la délivrabilité. Et ça demande du travail, ça demande des adaptations régulières et permanentes, et non pas de se dire ok, j'ai utilisé un partenaire à un prix, il marche pas, je vais en voir un autre. C'est un travail de long terme et de longue haleine. Augmenter le taux d'arrivée, augmenter le taux d'ouverture, le taux de clic des campagnes d'acquisition, de manière à augmenter cette interaction qui va générer une vente directement ou indirectement par l'envoi de ces emails. L'engagement commun, je pense qu'il est important. On est sur un marché qui est clairement à double vitesse. Nous, on s'est engagé avec tous ces éditeurs depuis un certain nombre d'années. Les plateformes ont volontairement diminué leur chiffre d'affaires comme celui des emailers pour faire que derrière, on offre un niveau de service supérieur. Il est évident que tant que vous nous comparerez à un coût, vous n'aurez jamais le même produit et on refusera d'y aller où on ne sera pas capable de faire des optimisations. Vous voyez le logo et dans les images, un rappel de... Et je trouvais que ça me faisait penser aussi à ça, au SIDA. Et oui, le spam ou la perception de spam ne passera pas par moi. En tant que président du CPA, ne passera pas par les acteurs et ne passera plus par les acteurs qui sont signataires, plateformes d'affiliation et éditeurs. Et on aimerait aujourd'hui aussi que les annonceurs et que les agences s'engagent à faire que ce marché reste vivant avec des pratiques, avec des éditeurs de qualité. Quand on fait du premium sur tous les canaux, et notamment display, et que c'est en permanence la même chose, on veut de la qualité, on veut du premium, aujourd'hui on est capable de vous l'offrir, on est capable de vous offrir des bases premium. À vous de vous engager. Les adblocks, je le rappelle, parce que c'est exactement la même chose, on voit bien le débat qui est en train de se mettre en place sur le marché.
où on veut savoir avec qui on travaille et on croit que si les adblocks augmentent, on n'est pas responsable. Une vidéo en interstitiel ou en full screen bloquée, elle a une performance, elle a un coût sur l'image de marque et elle a un coût sur le territoire d'expression, puisque sur certains sites et pour certains annonceurs, on se coupe de 10, 20, 30 à 40% du volume traqué, et donc la performance meurt derrière. C'est vrai pour le display, c'est vrai pour l'email. On est sur un marché qui se tend, et je pense qu'il faut prendre des engagements. Ensemble, revalorisons l'emailing d'acquisition. Je vous invite évidemment, puisque c'est une question d'engagement, I want you, rappel de petit logo américain. On a beaucoup d'acteurs qui sont engagés et qui commencent à comprendre, évidemment les plateformes d'affiliation, mais pas que. Les associations nous reçoivent de plus en plus positivement parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de valoriser le travail qui est fait, le travail qu'ils font pour le compte des annonceurs dans le respect des internautes. L'IAB a bien voulu nous suivre en mettant en avant la charte email. Le geste, l'UDECAM, le SNC nous ont reçus et commencent à sensibiliser les acteurs ou les membres de leurs associations avec différents travaux qui nous permettent d'avancer. Et je les en remercie aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore d'autres associations, notamment au niveau des annonceurs, qui vont au fur et à mesure venir. On s'est rapproché, c'est vrai, auprès des FAI, auprès de Signal Spam, auprès d'Orange, pour essayer de mieux comprendre l'image qu'on pouvait avoir ou qu'ils pouvaient avoir de nous et des outils qu'ils pouvaient mettre à notre disposition. On a très bien avancé avec Signal Spam, qui sont en train de nous offrir des outils différenciants qui ne sont pas disponibles sur le marché, de manière à avoir une meilleure compréhension, notamment des champs, objets, des emails qui ne passent pas, des raisons pour lesquelles les emails ne passent pas dans les filtres, de manière à ce qu'on soit réactif en tant qu'intermédiaire au service de vous, agence, et de vos annonceurs, pour faire que, dès qu'on voit que ça fonctionne pas, malgré le bon respect du message ou la bonne qualité de l'email qui est exploité pour le message, on soit capable d'aller un peu plus loin, parce que c'est une mécanique qui est assez complexe, et des routeurs aussi comme Unityad qui ont avancé dessus, et tous nos éditeurs email, les 150 et donc les 450 bases qui sont à votre disposition pour faire de l'emailing performance. C'est la fin du webinaire. Je vous invite à poser des questions dans l'interface. Alors la première question que j'ai est la suivante. Bonjour, savez-vous quel est le meilleur capping par jour pour avoir les meilleurs résultats? Y a-t-il une limite à respecter? Alors j'invite Stéphane à répondre à cette question un peu technique. Plus technique. Oui, donc là, je reprends la question. Y a-t-il peut-on définir le meilleur capping par jour pour avoir les meilleurs résultats? C'est-à-dire quelle est la pression maximale qu'on peut mettre chaque jour? Alors, le premier point que je voudrais préciser là-dessus, c'est que il n'est pas évident de répondre immédiatement à cette question, mais qu'en travaillant avec des professionnels de l'emailing que sont les plateformes du CPA, qui elles-mêmes travaillent avec des éditeurs professionnels, je dirais qu'on a un premier élément de réponse, c'est que ces points-là seront pris en compte. La réponse n'est pas évidente, je ne peux pas vous dire c'est 100 000 adresses ou 200 000 adresses ou 1 million d'adresses. Chaque cas est particulier, et en discutant avec la plateforme d'affiliation, vous aurez des réponses précises à ces questions. Comme le disait Amaury tout à l'heure, il y a beaucoup de points qui rentrent en ligne de compte et sur lesquels la plateforme en question, la plateforme avec laquelle vous travaillez, va pouvoir vous aider. Bien souvent, l'agence a la responsabilité de la qualité graphique de la créa, de l'intérêt, du respect de la marque, de la qualité, je dirais, de l'offre, etc. Et ensuite, la plateforme va vous aider sur la qualité technique de la créa, le contenu, et éventuellement va vous proposer d'améliorer le contenu technique du fichier HTML, va vous aider également à la diversification des objets, c'est-à-dire que
pour répondre à la question combien faut-il envoyer d'emails au maximum, tout dépend si vous autorisez ou pas la diversification des objets. Si c'est toujours le même objet, évidemment, on va probablement router moins que si vous autorisez à modifier les objets au fur et à mesure. Ensuite, il faut être le plus pertinent possible. Plus on est pertinent, plus on peut envoyer. Un exemple de pertinence, par exemple, c'est la géolocalisation. Lorsqu'il s'agit d'envoyer des clients dans des points de vente, par exemple, si on fait une offre géolocalisée, pour chaque personne, elle reçoit un email avec le nom du point de vente attaché, je dirais, à l'offre, eh bien la personne va se sentir concernée, l'email sera pertinent, l'objet contiendra éventuellement le nom de la ville, voire le nom du point de vente vers lequel on envoie les gens, et avec cette pertinence-là, je dirais que on peut envoyer autant de mails qu'on veut dès lors que c'est parfaitement pertinent. Ce qui est très important aussi, c'est qu'en travaillant avec une plateforme, elle va vous aider à définir le plan fichier. Et qu'est-ce que c'est qu'un plan fichier en matière d'emailing d'acquisition? C'est s'assurer que toutes les bases ne routent pas le même jour et qu'au contraire, on va assurer la rotation des routages base par base, de sorte que, parce que sinon, si par exemple 5 bases routent le même jour, chaque personne est susceptible de recevoir 5 fois le même message, et ça c'est catastrophique pour la perception, pour la délivrabilité. Donc l'essentiel c'est de constituer un plan fichier. Ça peut être des routages de gros volumes, dès lors que c'est pertinent et qu'on fait attention à ne pas faire router toutes les mêmes bases le même jour, et au contraire on les fait tourner. Voilà, ça c'était un premier élément de réponse. On a une autre question importante et intéressante, il y en a beaucoup d'autres. Je prends la deuxième. Bonjour, pour le FAI ou l'internaute, y a-t-il un moyen technique qui permette de distinguer un email provenant d'un signataire CPA V2 ou non? Alors l'ensemble des emailers signataires ont la capacité dans leur signature, dans les footers ou les headers, de mettre qui sont signataires. Pour le FAI, oui, en l'occurrence, puisque le travail qu'on fait avec Signaspam nous a amené à déclarer l'ensemble de nos domaines de tracking qui sont exploités par les plateformes, de manière à pouvoir avoir des remontées temps réel de perception d'emails qui passent. Donc aujourd'hui, nous, le travail qu'on fait avec Signaspam et avec les FAI derrière font qu'on est de plus en plus transparent volontairement pour essayer de mieux comprendre l'impact de ce qu'on fait et de pouvoir le traiter a posteriori ou après a priori une fois qu'on a compris ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas, ou plus intégré ou plus remonté en amont auprès des annonceurs. Donc oui, on a une parfaite transparence aujourd'hui avec le marché qui nous garantit pas de tout, mais qui nous donne des outils que les non-signataires n'ont pas, et un relationnel évidemment avec ces acteurs qui sont majeurs dans la délivrabilité que les autres n'ont pas. Et ça d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles on est passé de la V1 avec la V2, c'est que la V1 n'était pas suffisante pour les FAI en termes de mise en place, et qu'il n'y avait pas assez d'engagement qui était pris. La V2 est une réponse à leurs attentes et à leurs besoins, même s'il faut qu'on aille toujours plus loin pour être capable d'offrir une délivrabilité, une perception plus adaptée. La déduplication est un élément important, par exemple, qui va permettre aussi de diminuer le nombre de plaintes ou de perception de plaintes, parce que quand on parle de plaintes, c'est juste des mauvaises notes, même si l'adresse a bien été collectée, c'est juste que le message passe pas. Pour l'internaute, il faut que, alors nous on est déclaré, on a une URL où on peut arriver à revoir, de toute façon sur nos bases sont engagées, notamment au niveau de la désinscription, quelque chose qu'on contrôle. Sur les sites, ils ont des informations comme quoi ils sont chartés, et si l'internaute veut remonter, évidemment on peut remonter au CPA, puisque c'est marqué dessus, sur lequel il y a le moteur qui permet de vérifier que l'emailer est charté et est toujours charté actif, puisqu'à partir du moment où il y aurait une suspension sur la V2, le nom dans le moteur de recherche disparaît le temps que les travaux soient faits de la part de l'éditeur pour revenir dans des niveaux de qualité où il s'est lui-même engagé. On nous demande la présentation, évidemment, vous l'aurez. Ce n'est pas une question, mais plutôt un point à mettre en avant sur le webinaire. L'importance côté annonceur d'avoir un site qui s'affiche rapidement. Alors oui, c'est vrai, être responsive est une chose, avoir un site qui s'affiche vite en est une autre. Je fais une petite passerelle aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des tests
d'emails pour être capable de mettre en place une segmentation ou une sélection de typologie de personnes à l'intérieur d'un plan média qu'on définit, même s'il y a la performance. Comme il y a la performance, c'est un investissement de l'éditeur d'abord, avant l'agence et l'annonceur, puisque c'est lui qui va travailler. Il y a des techniques qui permettent aussi de stabiliser ou de cofinancer ces tests pour essayer d'aller chercher la performance, qui dépend de chaque annonceur, au travers de minimum garantie, au travers d'enveloppes tests sur des logiques de CPM, pour essayer de trouver un calibrage. N'attendez pas qu'un éditeur prenne tout à sa charge non plus. Il faut faire des tests, lui, il a un coût d'envoi, il a un coût de collecte de ses adresses, donc la mise en place de volume ou de montant test pour être capable de faire du calibrage avant de définir un CPA est majeur. Sinon, on tourne en rond et on va toujours au moins cher. Comment opérer une déduplication? Nous travaillons avec plusieurs plateformes d'affiliation CPA. Travaille-t-il à une solution commune? Je veux dire, la concurrence, elle est bonne, mais elle a ses limites. Donc, si on veut travailler bien, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a pas mal de campagnes qui viennent, qui ont déjà tourné, sur lesquelles on ne donne pas l'historique du fait qu'ils ont tourné, et donc on arrive après la bataille avec un certain nombre d'impacts négatifs qui auraient pu avoir lieu. Donc, si ça marche pas dans une plateforme, en théorie, ça marche pas sur l'autre plateforme, au même prix, avec les mêmes créas. Donc moi, je vous invite pas à la concurrence multiplateforme. Alors, même si vous en avez et que vous travaillez avec différentes plateformes, et bien à ce moment-là, définissez des bases potentiellement et limitez l'envoi. La déduplication intra-plateforme, elle n'existe pas aujourd'hui. Techniquement, elle est faisable et je pense qu'elle est réalisable à partir du moment où on utilise des technologies externes. Mais bon, commençons déjà par faire une vraie déduplication sur les acteurs avec lesquels vous travaillez avant de vouloir faire de la déduplication cross-plateforme. Concentrez-vous sur vos partenaires avec lesquels vous travaillez pour mettre en place une expertise plutôt qu'aller chercher un multiplateforme ou une concurrence multiplateforme. Moi, je vous le recommande pas. Et après, une réponse de Stéphane potentiellement sur ce point-là avec un focus éditeur qui ne sera pas nécessairement le même qu'une plateforme, évidemment. Oui, donc c'est Stéphane Landry qui je prends la parole. Je voulais en fait renforcer ce que disait Amaury. Il me semble que il est vraiment plus simple et plus efficace de choisir une plateforme et de travailler à fond avec elle. La plupart des plateformes ont accès à pratiquement tous les éditeurs du marché. Donc le bénéfice d'avoir plusieurs plateformes n'est pas évident, parce qu'en ayant deux plateformes au lieu d'une, on n'a pas accès à beaucoup plus d'éditeurs qu'en n'ayant qu'une. Et il est beaucoup plus simple d'avoir une relation avec une plateforme. Je dis ça en tant qu'éditeur, je n'ai pas intérêt à vous le dire, mais je constate qu'il est beaucoup plus simple en matière d'emailing, en tout cas, pour les questions de déduplication, pour les questions d'harmonisation, pour les questions de timing de plan fichier, pour les questions de choix des bases, etc. Ce sont des choses très importantes et il me paraît qu'une bonne relation étroite avec une plateforme, ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne changez pas de plateforme parce que vous souhaitez faire jouer la concurrence. Je ne dis pas qu'il faut choisir sa plateforme et rester 15 ans avec la même, mais en même temps, si elle vous donne satisfaction, il n'y a pas de difficulté, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que choisissez une plateforme, travaillez à fond avec elle, et vous verrez que vous aurez de très bons résultats. Attends, s'il y a encore des questions. En extra, pour ceux qui auraient encore des questions, n'hésitez pas, on est encore là, sinon on va arrêter. Moi, je rebondis un peu sur ce que dit Stéphane, la concurrence à outrance, on voit où ça nous mène, et je pense que c'est à des limites. On a une difficulté aujourd'hui, la perf, ça se travaille, c'est un vrai travail, et c'est un travail qui se fait entre l'agence, avec l'éditeur. Je crois que l'agence a cette relation avec la plateforme très importante qui est d'intermédiaire. L'agence a des compétences vis-à-vis et en relation avec l'ensemble des opérations de l'annonceur que la plateforme n'a pas. Et c'est en ça qu'on a besoin d'une agence et de bien travailler avec une agence. On fait un travail que l'agence ne fera pas et ne sait pas faire parce qu'on a une telle couverture, une telle relation avec des éditeurs qui bougent en permanence et avec d'autres acteurs sur le marché qui nous donnent une capacité. Et nous, notre travail, c'est évidemment d'être en proximité avec nos éditeurs
pour essayer de se caler, pour essayer de comprendre, pour essayer d'affiner, pour modifier les plans médias. L'intermédiation et le travail entre la plateforme et l'agence pour et au service de l'annonceur et avec les éditeurs, c'est un écosystème dans lequel je crois, qui a sa place et le marché est en train de nous le montrer. Donc la concurrence à outrance, ça finit par du prix. Le prix, on sait où ça nous emmène, pas très très loin, ni pour l'annonceur, ni pour personne. Et c'est tout l'objet de cette charte, c'est de retravailler avec des gens qui ont des qualités. Après, le relationnel, évidemment, la plateforme, c'est une notion de relationnel ou de service, mais certainement pas une question de prix, puisqu'on s'adresse aux mêmes éditeurs chartés aujourd'hui, qui ont des coûts supérieurs à ceux qui ne sont pas chartés. Mais c'est un investissement que nous on a fait et qu'on entend déployer sur le marché de toutes les manières. Quand plus on discute et les relations qu'on a aujourd'hui avec les FAI et les routeurs nous montrent qu'on est sur la bonne direction, on le sait. C'est un travail au long cours que le marché n'a pas encore complètement pris en compte, mais vu le niveau d'exigence qui est en train de monter et les filtres qui se mettent en place sur le marché en dehors de notre spectre, font et nous ont confirmé qu'on était sur la bonne voie, qui est de plus de transparence avec les différents acteurs et de plus de responsabilité à notre niveau pour faire qu'on fasse notre travail. On a besoin des agences, on a besoin de vous annonceurs aussi pour faire que ces éditeurs retrouvent leur investissement, puisque vous avez besoin de leur base email, vous avez besoin de leurs internautes, dans un marché qui doit être au minima respectueux de ses partenaires et de sa matière première qui sont vos consommateurs et nos consommateurs. Eh bien, merci beaucoup à Amaury et à Stéphane Landry pour avoir assuré cette présentation aujourd'hui. C'est la fin du webinaire. Je vous invite vivement à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Ce webinaire est évidemment enregistré et sera diffusé sur le site du CPA. Je vous enverrai également aussi la présentation d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt pour une prochaine session webinaire. Bravo.